Carpe diem. C'est sans doute une des locutions latines les plus célèbres de l'Antiquité, particulièrement dans notre société de loisirs et de consommation. Malheureusement, cette expression poétique a été accommodée à toutes les sauces depuis 2000 ans, au point de perdre aujourd'hui sa saveur et sa signification. C'est pour cette raison que je vous propose aujourd'hui de revenir aux origines de cette locution en commentant le poème écrit par Horace il y a plus de 2000 ans. Par l'étude de ce poème latin, nous pourrons redécouvrir les vrais ingrédients qui ont nourri cette expression et qui l'ont rendue si savoureuse. L'expression carpe diem a été composée, semble-t-il, en 23 avant Jésus-Christ, par le poète épicurien Quintus Horatius Flaccus. Celui-ci l'utilise dans la conclusion d'une de ses odes. Ce poème chanté est adressé à une certaine Leuconoé. Aucune source antique ne fait mention de cette jeune fille, si bien que nous pensons qu'il s'agit d'un prénom symbolique, d'une métaphore. En effet, Leuconoé signifie en grec « l'esprit blanc ». Par cette appellation, Horace s'adresse à toute personne trop naïve et trop crédule, toute personne qui préfère prêter attention à n'importe quelle chimère plutôt que de supporter les complexités de la vie et les incertitudes du futur. L'usage de la deuxième personne du singulier suggère même qu'Horace donne ici un conseil amical à cette personne en proie aux angoisses de l'existence. Vous pouvez voir sur ce document une disposition colorée du texte, bien connue de mes élèves. Les sujets étant en vert, les verbes en rouge et les compléments de verbes en bleu. Vous pouvez également y découvrir une traduction du poème. Celle-ci est loin d'être littéraire, mais elle a comme visée de suivre autant que possible l'agencement des termes latins tels que voulus par le poète antique. Le premier verbe utilisé révèle déjà toute la richesse du texte, ne quae siris, qui est un subjonctif. Par là, l'écrivain nous invite à ne pas chercher à connaître notre destin, sans savoir si son conseil sera suivi. Le subjonctif marque justement cette subjectivité de l'action, chacun étant libre de suivre cet avertissement ou non. De même, le poète ne nous dicte pas ce que nous devons faire de notre vie, mais en préservant notre liberté, il nous propose un interdit, une balise, pour nous permettre de mieux la vivre. Le verbe quae siris a d'ailleurs une portée étymologique tout à fait intéressante en français. Il est notamment à l'origine de mots tels que question, enquête ou même conquête. La question implique toujours une recherche de réponse, l'enquête une recherche de vérité et la conquête une recherche de possession. Scire nefas. Horace poursuit cet interdit. Mais il ne s'oppose pas ici à la science ou à la connaissance. En effet, science trouve son sens dans le verbe latin scire, qui signifie savoir. Horace ici s'indigne plutôt contre les hommes qui souhaiteraient connaître à l'avance la date et les circonstances de leur mort. Une telle connaissance n'est pas permise pour de simples mortels. Il n'est pas humain de connaître de tels secrets. Seuls les dieux peuvent lire la destinée de chaque homme, et aucune pratique ésotérique ne pourra jamais nous livrer une telle vérité. Et même, à quoi bon vivre une destinée déjà annoncée ? Regarder une série dont l'issue nous a déjà été révélée n'a plus la même saveur. Avertis des réalisations de notre destinée, nous ne vivrions plus les événements, et nous n'aurions plus aucun mérite à les accomplir. La mort est suggérée dans le poème par le terme latin finis, qui est également riche de signification. Traduite en français par fin ou limite, cette racine offre une grande variété de termes dans notre vocabulaire. Par exemple, confinement. Ce qui est difficile à supporter dans le confinement, ce sont justement ces limites, ces frontières qui nous enferment dans nos maisons,
alors que la modernité nous fait croire que notre monde est infini et nos forfaits illimités. Nous retrouvons cette racine également dans le verbe définir. Définir, c'est poser les limites d'un objet ou d'un concept. C'est dessiner ses contours avec des mots pour en contenir le sens. Et dans le domaine économique, la finance s'inquiète de la finalisation d'une transaction, du gain, du paiement. Et malheureusement, la fin y justifie trop souvent les moyens. La suite de la phrase poursuit cette invitation à oublier le futur. Nec Babylonios temptaris numeros. Cette référence évoque l'habitude névrotique des Romains à consulter autour du Quircus Maximus les astrologues venus d'Orient. Depuis les premiers temps de l'Antiquité, les peuples de Mésopotamie ont appris à admirer les splendeurs du ciel nocturne. Les Babyloniens, ancêtres des occupants de l'actuel Bagdad, avaient étudié depuis la nuit des temps la position des étoiles, et certains avaient construit sur ces observations une science mystérieuse qui permettait de déchiffrer la destinée des êtres humains. Les Madame Soleil et diseuses de bonne aventure étaient donc souvent originaires du Croissant fertile à l'époque romaine. Par cette phrase, Horace nous dissuade donc d'écouter les horoscopes, les prédictions frauduleuses et peut-être même les algorithmes inhumains. Car il est mieux pour lui de pāti, de subir, d'endurer, de supporter, ou même de souffrir, quid erit, quoi que ce soit qui sera, autrement dit, l'incertitude de l'avenir. Le terme latin quid est très intéressant. C'est en effet l'incertitude du lendemain qui angoisse les hommes et les pousse à accorder du crédit à toutes les fake news ambiantes. Demain, nous pouvons tomber malades. Demain, nous pouvons tout perdre. Et demain, nous pouvons même mourir. Mais demain, nous pouvons aussi vivre un moment exceptionnel ou rencontrer la personne qui changera notre vie. Voltaire ne disait-il pas « Le doute n'est pas une condition agréable, mais la certitude, une chose absurde ». Notons que pati, ce verbe souvent usité en latin, est une racine intéressante en français. Il est à l'origine de mots comme passion ou impatient. Il explique également ce qu'est un verbe passif, un verbe dont le sujet subit l'action. Nous sommes maintenant au terme de la première phrase et des 3 premiers vers. La phrase suivante nous emmène au milieu d'une métaphore maritime. Seu plurisiemes, seu tribuit Jupiter ultimam. Jupiter t'a accordé soit plusieurs hivers, soit le dernier. La clé de compréhension de ce vers se trouve dans le mot iems, l'hiver. Par ce terme, Horace désigne ici, par métonymie, le temps qui passe, ou même l'année. Soit Jupiter t'accorde encore plusieurs années, soit il s'agit de ta dernière année. Il faut donc profiter du temps qu'il te reste. Mais par cette référence à l'hiver, le poète évoque également le cycle des saisons. L'hiver est la saison la plus froide et la plus rude de l'année. Il symbolise donc les instants pénibles de la vie. En usant de ce terme, Horace nous rassure donc en nous rappelant que l'hiver est toujours suivi du printemps, comme dans le proverbe « Après la pluie, vient le beau temps ». Les moments douloureux font un jour place à la jouissance du bonheur, et vice-versa. N'est-ce pas cette réalité existentielle qui est rappelée en continu dans le trône de fer? Profitons de ce que nous offre notre présent, même s'il est compliqué, car Winter is coming. Winter is coming. La suite de la phrase explique que cet hiver brise la mer contre les rochers qui lui font face. Si dans la métaphore, l'hiver représente le déroulement des années, nous pouvons comprendre dans ce qui suit
que telle la mer, notre vie est fracassée sur des rochers, derrière lesquels nous pouvons discerner, peut-être, les épreuves de notre existence. Ainsi, le temps et les épreuves peuvent nous briser. Ils peuvent rendre notre vie houleuse ou agitée, comme le peignait remarquablement William Turner au XIXe siècle. Mais la mer tyrrhénienne, dont il est question dans le texte, peut aussi prendre l'apparence de la photographie que voici. La vie peut parfois devenir un paradis. N'est-ce pas sur les côtes de la mer tyrrhénienne que nous pouvons parcourir parmi les plus belles plages du monde? Horace, par la disposition de ces mots, a d'ailleurs entretenu ce suspense maritime. L'adjectif Tyrrhenum a été retardé dans le poème par un enjambement. En effet, les plages de la mer tyrrhénienne étaient très appréciées des Romains. En retardant sa mention, Horace nous oblige ainsi à considérer les deux visages de la mer, et a fortiori les facettes négatives et positives de l'existence. Le poète poursuit son invitation au bonheur en partageant 3 conseils, représentés par 3 verbes au subjonctif. Sapias, le premier verbe, résume peut-être à lui tout seul les idées répandues dans ce texte. Le sens originel du verbe sapere, c'est avoir du goût, apprécier, pour ensuite signifier connaître, avoir l'intelligence, être sage. C'est pourquoi en français, savoir et saveur ont la même origine, car pour connaître, il faut avoir goûté. Et c'est lorsque nous avons élargi au maximum notre expérience que nous devenons éclairés. D'où les dérivés français, savant ou même sage. Ceci explique notamment pourquoi les premiers hommes ont été baptisés les Homo sapiens. Dans cette phrase, Horace évoque les habitudes festives ou même religieuses des Romains. Ceux-ci se retrouvaient souvent le soir autour d'un bon verre de vin à refaire le monde. On choisissait alors le bon dosage de la coupe que l'on partageait. Le vin était en effet d'abord filtré et ensuite plus ou moins coupé avec de l'eau et aromatisé de différents parfums. Sapias signifie donc dans cette phrase qu'il faut avoir du goût. Il faut choisir un vin de qualité et le filtrer, c'est-à-dire prendre le temps de l'apprécier en le décantant. Évidemment, dans ce poème, le vin est une image de la vie qu'il faut goûter et apprécier en choisissant des moments de qualité. De même que nous devons éviter l'ébriété en coupant notre vin avec de l'eau, nous devons nous éloigner de l'ivresse que peuvent nous causer nos espoirs lointains ou nos grandes ambitions. Celles-ci ont en effet toutes les chances de nous décevoir et même de nous rendre un jour malheureux. Dum loquemur, fugeritin vida aetas. Toutefois, pendant que nous discutons, le temps jaloux aura fui. Par conséquent, ne perdons pas notre précieux temps à des occupations vaines et inutiles, mais vivons au mieux l'instant présent. Mais pourquoi donc le temps serait-il envieux de ces instants? Pour la raison que le temps est éternel. Il ne peut donc goûter aux instants uniques de notre vie. Ces moments vécus sont précieux parce qu'ils sont rares et éphémères. C'est pourquoi les dieux sont jaloux de notre mortalité et tombent amoureux de notre beauté qui peut se faner à tout instant. La mythologie grecque regorge de centaines d'histoires de ce genre, comme par exemple le mythe de la belle Daphné, qui fuit sans relâche les avances d'Apollon, le dieu de la beauté, et qui préfère même être transformée en arbre à laurier. La nymphe ne veut pas de la compagnie du dieu, car elle sait que cet amour est sans valeur, qu'il n'a rien d'unique ni de précieux. C'est pourquoi les immortels sont envieux de notre destinée. Tel est le secret également dévoilé par Achille à Briséis dans le film Troie. Je vais te dire un secret.
Une chose qu'ils ne t'apprennent pas dans ton temple. Les dieux nous envient. Ils nous envient parce que nous sommes mortels. Parce que chacun de nos instants peut être le dernier. Et tout est beaucoup plus beau. Parce que nous sommes condamnés. Tu ne seras plus jamais aussi ravissante qu'à cet instant. Plus jamais nous ne serons ici tous les deux. Nous arrivons à la conclusion de ce poème, où fleurit enfin l'expression « carpe diem ». Comme les vers précédents ont déjà pu le suggérer, ces deux mots ne sont pas une invitation à faire la fête toute la nuit et la farniente le lendemain. Au contraire, ils délivrent un message bien plus profond. Carpe diem est avant tout un appel à l'action. Cueillir, c'est prendre en main sa journée, c'est aller chercher son bonheur. Pas question donc de l'attendre dans son transat. De plus, lorsque l'on cueille un fruit ou une fleur, nous la choisissons parce que sa beauté ou sa saveur nous attire. Cueillir le jour nous invite donc à faire des choix dans notre journée et à faire le deuil de certains projets. Vivre, c'est donc emprunter des chemins parce qu'ils sont beaux et valent la peine d'être parcourus. Car la vie est avant tout un chemin. Nous cueillons un fruit ou une fleur pour le manger ou l'offrir. Cueille le jour signifie donc que l'intérêt de la vie ne se trouve pas dans nos objectifs, mais plutôt dans les voyages que nous réalisons pour les atteindre. Cueillir, c'est aussi isoler le fruit, c'est le rendre unique. C'est donc ce que nous devons faire de chacune de nos journées, la rendre exceptionnelle, mais sans pour autant hypothéquer la journée suivante en tombant dans quelque excès. Carpe diem est sans nul doute aussi une évocation du printemps. C'est la saison de l'éclosion ou de la renaissance de la nature. Par conséquent, l'expression nous invite à considérer chaque journée comme une chance nouvelle et même une renaissance. Chaque jour doit donc être vécu comme s'il s'agissait du premier et du dernier jour éprouvé sur cette terre. C'est ainsi que se clôture le poème, sur ce conseil intemporel. À l'image des tournesols de Van Gogh, ce texte nous rappelle que la vie est heureuse, même si elle est faite de haut et de bas, et qu'il faut sans attendre saisir l'occasion de l'apprécier et de la savourer. Ma lecture de ce texte est certainement subjective et incomplète. Mais n'est-ce pas le propre de la poésie et de la traduction que de s'adapter à l'imaginaire de son lecteur? Je dédie ce petit cours à mes chers élèves de 5e A, qui me manquent beaucoup en cette période de confinement. Qu'ils puissent longtemps fouler les jardins de la vie et cueillir chaque jour les beautés de notre monde. Et le dernier mot reviendra au professeur Keating, au bon souvenir du cercle des poètes disparus. Carpe diem, c'est saisir le jour. Bravo, monsieur Mix. Mix, un autre nom inusité. Saisir le jour, saisir l'occasion. Cueillir lorsque l'occasion se présente. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit cela? Parce qu'il était pressé. Non. Ding. Merci quand même d'avoir participé. Parce que nous sommes de l'engrais pour vers de terre. Parce que pensez ce que vous voulez, seulement personne n'en échappe. Tous autant que nous sommes, nous cesserons un jour de respirer, nous nous refroidirons et nous mourrons. J'aimerais que vous vous approchiez un peu et que vous regardiez attentivement ces vieilles photos. Vous êtes passé devant très souvent, mais je ne crois pas que vous les ayez examinées de près. Au fond, ils ne sont pas si différents de vous, non? Même coupe de cheveux, plein d'hormones, tout comme vous. Invincibles, comme vous vous sentez. Le monde leur appartient. Ils croient qu'ils sont destinés à de grandes entreprises, tout comme beaucoup d'entre vous, leurs yeux brillent d'espoir comme les vôtres. Alors, auront-ils attendu qu'il soit trop tard pour accomplir ne serait-ce qu'un iota de ce dont ils étaient capables? Parce que, voyez-vous, messieurs, ces gars-là passent leur temps à fertiliser les jonquilles maintenant.
Mais si vous écoutez, vous allez les entendre. Ils vont vous communiquer leur héritage. Tendez l'oreille. Approchez-vous. Retenez votre souffle. Vous entendez?